C'est eux, C'est vous, C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur WeDoBiz. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 145e émission de WeMoveJ. WeMoveJ, l'émission pour et avec les jeunes entrepreneurs. J'accueille aujourd'hui Maxime Wagner. Maxime, cofondateur de Captain Contrat, et nous sommes avec Benoît Volatier. Benoît Volatier, fondateur de Occurrence qui va entamer son 20e exercice, qui entame d'ailleurs en ce mois de juillet son 20e exercice. Bonjour Benoît, bonjour Maxime. Bonjour. J'ai juste obligé de dire que j'étais Bénédicte Sanson, la déléguée générale cofondatrice du MoveJ. Je remplace Dominique Restineau pour ce mois de juillet. Le Vénard, il est déjà sous les tropiques. Donc bonjour Maxime, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Captain Contrat ? Oui, alors Captain Contrat, on fournit des documents juridiques pour des créateurs d'entreprises et des dirigeants de TPE-PME, rédigés par des avocats et à des prix 2 à 4 fois moins chers. En fait, on a développé un logiciel qui permet aux avocats de gagner beaucoup de temps dans la rédaction du document, sur toute la partie secrétariat juridique, et du coup, ils se concentrent là où ils ont vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil juridique. Donc avant, ils passaient 3 heures sur le document. Maintenant, ils en passent 1 heure. 1 heure où ils ont vraiment de la valeur ajoutée. Et du coup, les prix sont 3 fois moins chers. Donc, c'est pas que vous bradez leurs compétences, mais bien que vous leur permettez n'intervenir que là où ils sont vraiment utiles. Exactement. On s'est rendu compte, en fait, sur l'ensemble de la production de documents juridiques par des avocats, qu'il y avait une première partie qui représente à peu près 70%, qui est la collecte d'informations, la mise en forme du document, de la préparation des clauses. Et tout ça, il ne faut pas forcément être avocat pour le faire. Par contre, sur toute la deuxième partie, qui est le conseil juridique, là, c'est là où en fait, il faut l'être et il faut avoir cette expérience-là. Donc nous, les avocats avec qui on travaille, on leur a dit, nous, on s'occupe de la première partie. On vous fournit un document pré-rédigé, dynamique, avec toute la bonne mise en forme. Et derrière, vous commencez à travailler avec le client au téléphone et vous le conseillez et vous finalisez le document à partir de ce travail-là. Donc, la bonne nouvelle pour les clients, c'est qu'ils paient 3 fois moins cher un document juridique. Et la bonne nouvelle pour les avocats, c'est qu'ils ont 3 fois plus de clients, puisqu'ils ont 3 fois plus de temps, puisqu'ils gagnent. Les avocats sont super contents parce qu'ils font que du travail de qualité. Imaginez une journée où tout le travail fastidieux, on n'a pas besoin de le faire et on fait que du travail qualitatif. Et à côté de ça, ils ont effectivement l'occasion de passer plus de clients. Et surtout des clients, par exemple, on a vraiment des clients, on a des startups, on a des restaurateurs, on a vraiment tout type de clientèle. Donc essentiellement B2B, business to business, que des clients entreprises. C'est ça. Alors on est exclusivement sur le B2B, si ce n'est que quand on est créateur, c'est comme si on était sur un marché un peu B2C, parce que finalement quand on crée l'argent de la boîte, c'est son argent. Donc c'est une communication qui est B2C, on va dire, mais on est sur un marché complètement B2B. Marché complètement B2B. La société existe depuis quand ? Depuis le 24 octobre 2013. C'est très précis. Ça fait 7 mois. 7 mois. Et vous êtes combien d'associés ? On est 3 associés. Voilà, on est 6 dans l'équipe. 6 dans l'équipe. Ouais, et parmi les 3 associés, donc il y a Pierre Gillin qui s'occupe de toute la partie technique, donc qui est diplômé de l'Epitech. Philippe Wagner, qui est mon associé et mon frère. Grand frère ou petit frère ? Non, petit frère. Qui est diplômé. C'est toi le vieux, là. C'est ça. Qui est diplômé d'HEC, qui s'occupe de toute la partie commerciale. Et moi, je m'occupe de toute la partie marketing et partenariat. Et toi, tu es diplômé de ? Moi, je suis diplômé... j'ai un parcours un peu hybride, où j'ai d'abord été ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé en finance à New York. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Et après, j'ai travaillé dans des grands groupes avant de quitter et d'entreprendre. Et il était temps. Et tu avais une fibre entrepreneuriale qui te démangeait dès le départ, ou c'est à force d'expérience salariée, justement, que tu as eu envie de passer à l'entrepreneuriat ? En fait, avec Philippe, on a créé une boîte quand on était au collège-lycée. Ok. On faisait des jeux sur Internet. On a senti qu'il y avait un time to market qui était bon, alors qu'on ne savait même pas ce que ça voulait dire, time to market. Et on a monté un truc un peu un bric-à-brac. Et finalement, on l'a revendu pour 30 000 €. Donc, c'était pas mal pour une première expérience, surtout quand on a 15-16 ans. Et on s'est dit, là, on va faire prépa, on va faire nos écoles. Et puis, si on a l'occasion plus tard, on créera. Et moi, en sortant de l'ESSEC, Philippe était encore en cours. J'avais déjà envie de faire quelque chose. J'avais travaillé sur différents projets. Mais je pensais que l'idée était hyper importante. Et tant que je n'avais pas cette idée, je ne me lancerais pas. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, apprenons dans les grands groupes.
Et on verra plus tard si l'idée se concrétise. Exactement. Et alors du coup, pour vous, dans votre business, c'est quoi les grands enjeux? On imagine, vous arrivez quand même sur un territoire d'une profession plusieurs professions bien en plus. Organisée. Comment pas de procès, on disait ça tout à la précédente émission, toujours pas de... Non, alors c'est effectivement quand on attaque un marché comme ça, ou le marché des avocats, où il y a un ordre, il y a des barreaux, il y a une déontologie qui est très forte. Il y a des règles. Il faut faire très attention. Alors nous, on est là pour effectivement innover sur ce marché, donc forcément on dérange certaines personnes. Maintenant, on essaie de toujours rester... On est borderline, mais du bon côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on a passé 3 mois avant de lancer Captain Contrat à justement aller voir des avocats, aller voir des experts comptables, aller voir un petit peu ce secteur pour le comprendre et pour être sûr de respecter ces droits-là. Parce que nous, notre but, c'est de créer une entreprise qui soit pérenne et pas d'avoir un procès et de fermer la boîte 6 mois après l'avoir débuté. Et vous avez sans doute des avocats qui vous ont dit « mais n'y allez pas, c'est pas fait pour vous ». Alors effectivement, ouais, comme dans toute profession, il y a les conservateurs, les réfractaires à l'innovation, et puis il y a ceux qui veulent moderniser le marché. Et donc nous, c'est effectivement c'est ce second sous-marché, on va dire, avec qui on travaille. Et ce sous-marché, il est majoritaire? Et il est majoritaire, oui. Et il est majoritaire. Ouais. Donc ceux qui veulent innover sont en plus grande quantité. Le marché des avocats en France, oui. Il y en a plus des 3/4 qui ont du mal à gagner leur vie, principalement en province. Nous, on a un petit peu l'habitude à Paris de voir les avocats dans le 8e qui ont des beaux bureaux. C'est pas la majorité. Et du coup, les autres qui ont du mal à gagner leur vie, dès qu'il y a une initiative pour innover, pour avoir plus de clients, pour avoir plus de visibilité, ils prennent le train en marche. C'est de la technique au service de l'intelligence humaine ou de l'expertise humaine. Ça me plaît bien quand la technique est à cette place-là. Bravo. Merci. Et en plus, c'est vraiment notre différenciation. C'est-à-dire que par rapport à des solutions concurrentes, nous, on propose systématiquement l'intervention d'un avocat sur chacun de nos documents. Après, mais ça, c'est plus un problème personnel. C'est que sur le droit en général, je n'arrive pas à voir le droit comme autre chose que l'échec de la sagesse. C'est là qu'on retrouve notre grand mentor, Benoît. Disons, on a parlé avec un autre entrepreneur de la question de la sagesse. Peut-être c'est mon enfance africaine aussi qui fait qu'il n'y avait pas, en Mauritanie, il n'y avait pas de contrat. C'était juste, on se parle, on s'entend, ou on va sous l'arbre à palabres et puis on discute quand on n'est pas d'accord. Mais du coup, en France, chaque fois que je vois un tribunal, un avocat, un contrat, dans ma tête, j'entends l'échec de la sagesse. On n'a pas réussi à être assez sage. Et du coup, ça me fait que j'ai une relation pas très fluide avec le droit en général, les tribunaux en particulier, les avocats. Mais le fait est que quand l'homme est bête, justement, quand il n'est pas assez sage, on fait des contrats, on signe et puis on applique la lettre. Alors, l'homme n'est pas assez sage, mais le jeune est vraiment innovant. Et moi, ça m'interpelle toujours, et Dieu sait qu'on en voit. Comment vous en êtes arrivé à cette idée-là? Alors, on revient 1 an et demi en arrière, où je me retrouve avec Philippe qui sort d'HEC, moi qui quitte Carrefour. On veut créer une boîte ensemble. Il y avait cette question de l'idée. Est-ce qu'il faut avoir une bonne idée ou non? Est-ce qu'il faut ne pas créer parce qu'on n'a pas d'idée? Nous, on est parti du principe que non. L'idée, ça se trouvait, et que la créativité, ça se développe. Donc, on a passé 2 mois à faire énormément de veille, à rencontrer beaucoup de monde et à regarder ce qui se faisait un petit peu autour de nous. Sans idée particulière sur tout sujet. La seule chose qu'on savait, c'était qu'on voulait faire du logiciel, qu'on voulait travailler pour les entreprises. Et du coup, assez naturellement, on voulait faire un logiciel SaaS B2B. Voilà, d'accord, donc un petit cahier des charges, mais finalement assez léger. Assez léger. Et du coup, on a développé... on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur quel marché attaquer? Et on a regardé une solution américaine qui s'appelait Dotloop, qui était en fait une solution immobilière entre un agent commercial, un acheteur et un vendeur. Et on s'est dit, ça, ce sera super, et on va le faire en France. Donc, on l'a ramené en France, et là, on a commencé toute la démarche de l'entrepreneur, qui était aller tester cette idée auprès du marché. Bon, et ça s'est très rapidement arrêté, parce que sur le marché français, il y a des notaires, qu'il n'y a pas sur le marché américain, et que les notaires trustent complètement ce marché-là, et que c'était très difficile de bypasser
les notaires. Tu étais encore salarié à l'époque? Non, je n'étais pas salarié. Déjà, d'accord. Je n'étais pas salarié, je me suis à un moment donné posé la question. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs je le conseillerais à la plupart des salariés qui veulent créer, c'est dépêchez-vous le matin pour finir votre boulot le plus rapidement possible et utiliser l'après-midi pour travailler sur votre projet parce que ça vous fait gagner un temps fou. Ça aurait pu nous faire gagner... Exactement. Et moi, je suis parti du principe que en fait, je ne pouvais pas faire plein de choses à la fin de cette même journée, ce qui était en fait une excuse pour attendre la fin, pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat, alors que je pense qu'un bon entrepreneur, il est capable de faire la part des choses dans une même journée et de s'organiser correctement pour faire ça. Donc on a pivoté un petit peu vers l'immobilier professionnel et là on est allé tester un petit peu notre idée, beaucoup plus de bons retours, là aussi beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait signer de contrat sur des mock-ups par exemple. Là maintenant si je relançais, enfin c'est ce qu'on a fait pour Captain Contrat avant de lancer Captain Contrat, on allait voir nos premiers clients et on a signé des contrats sur des mock-ups. La solution n'existait pas. Et c'est ce qu'on n'avait pas fait pour la première et finalement on a développé sans avoir de pré-contrat. Pour nos auditeurs, il faudra juste que tu expliques mock-up. Mock-up. Mock-up, on va dire, c'est un dessin de chaque page de votre site web qui vous permet, en fait, même si vous n'avez pas le dynamisme, qui vous permet quand même d'avoir un bon aperçu des fonctionnalités, du design, même si ce n'est pas le design définitif, mais en tout cas de voir un petit peu quel bouton va servir à faire quoi. Et ça permet déjà de vendre un MVP, donc c'est un Minimum Viable Product, qui est en fait la première chose qui est la première chose à développer quand on va voir un client. Il ne faut pas développer plus que ça, parce que sinon vous allez partir dans des fonctionnalités qui ne vont pas forcément être nécessaires pour le client. Voilà, donc on a fait toutes ces erreurs-là, mais en tout cas on a bien appris et ça nous a permis de rencontrer beaucoup d'avocats. Donc on ne s'enferme pas dans son bureau, si j'ai bien compris, hein. On ne s'enferme pas dans son bureau pour pondre et arriver avec la solution Exactement. toute faite. On la construit avec les futurs clients. Exactement. Et il faudrait, l'idéal, ce serait d'avoir 3 clients différentes tailles et puis de les développer avec eux. Et surtout, le MVP, on ne le donne pas gratuitement à ses clients. C'est-à-dire qu'on leur offre un avantage de le développer avec nous, mais il faut qu'ils soient engagés. Parce que si on veut derrière avoir des retours, il faut qu'on se rende compte, OK, le client, il a un vrai problème. Moi, je réponds à ce problème-là. Et s'il a vraiment ce problème, il est prêt à payer. Pas forcément la totalité, mais en tout cas la moitié, et je suis prêt et j'arrive à l'engager. Et ça, c'est un signe fort que derrière, si on arrive sur des mock-ups à avoir 3 clients, sur une solution finale, on pourra avoir tout un marché. Donc, construire la solution pas à pas, ouais. C'est donc ce que vous avez fait pour Captain Contrat. Donc, c'est ce qu'on a fait. Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, ça y est, les dessins, maintenant, ça va bien, on va passer à l'interactif? On a mis à peu près 3 mois. Donc là, on est en juin 2013. Très rapide. On sent qu'il faut qu'on pivote parce que cette première solution, même si on a des touches dans quelques entreprises, c'est pas suffisant et le marché, il est vraiment trop niche. Là, on rencontre tous ces avocats. On comprend que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du conseil juridique et pas de la rédaction de documents. Et ils nous disent, on est sûr qu'il y a de la technologie pour nous aider à faire ça. Et nous, à côté de ça, on connaît énormément de startups qui ont besoin de documents juridiques de qualité par des avocats. C'est-à-dire les modèles ne suffisent pas. Et d'ailleurs, je déconseille à tout entrepreneur de télécharger des modèles gratuits sur Internet ou alors il faut que ce soit des documents hyper simples parce que sinon, ça peut mettre en danger votre entreprise. Et de là, en fait, on avait la demande, on avait les startups, on avait l'offre avec les avocats et c'est là qu'on a construit la plateforme. Et l'autre chose, donc quand je parlais de pas à pas, c'est qu'on a, au lieu de développer 20 documents d'un coup, on a développé un seul document, le premier document de l'entrepreneur qui sont les statuts. Et on a commencé à commercialement vendre ces statuts-là. Et c'est au fur et à mesure qu'on a développé en fonction de l'appétence des entrepreneurs, les documents au fur et à mesure. Ça, je trouve que c'est une très belle leçon aussi pour d'autres entrepreneurs qui est de se dépêcher de faire des erreurs pour apprendre, d'accepter de faire simple et donc d'être dans le non-perfectionnisme. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de passer le produit parfait, il n'est jamais parfait. Exactement. Et puis cette agilité consistant à écouter en permanence son client, le marché, s'adapter, regarder, arroser partout, regarder où ça pousse. Et puis ensuite, justement, focaliser là-dessus en disant, bon, voilà, un premier produit, on avance là-dessus. Le jour où le marché demande un deuxième, ce sera bon signe puisque c'est le marché, le fameux marché. Ouais. Le fameux.
Alors moi, j'aimerais repartir effectivement sur votre équipe. Il y a une particularité forte chez vous, c'est que vous êtes 3 associés, dont 2 frères. Comment on fait pour travailler avec son petit frère? Et puis comment on fait pour intégrer une autre personne qui n'est pas de la famille dans une équipe d'associés et rester alignés tous les 3? Alors ça, je pense qu'il faudra vraiment lui demander à lui, parce que c'est lui qui souffre. Alors, pour la première question sur le petit frère, ce qui est bien quand on travaille avec son frère, ou en tout cas, moi, c'est la relation que j'ai avec le mien, on se dit énormément de choses et on se dit voir tout. Donc, il y a des journées où on s'engueule et on passe notre journée à s'engueuler. Mais c'est aussi le côté positif d'être entre frères, c'est que derrière, on se pardonne énormément de choses. Et donc, on n'a pas peur de se le dire. Et ça, c'est vachement important. Je vois beaucoup d'associations où en aparté, on entend ce qui se passe vraiment, mais en fait, les associés ne se le disent pas, de peur de casser quelque chose. Et finalement, l'entreprise, elle casse parce qu'il y a trop de non-dits. Bon, ça, c'est vraiment la grande qualité qu'on a avec mon frère. Et l'autre chose, c'est même si on a fait des études un peu similaires, on est très complémentaires d'un point de vue de la personnalité. Et dans le management et dans la gestion de notre équipe, ça se ressent beaucoup. Et ça nous aide. Après, sur Pierre, si j'avais été à sa place, j'aurais eu vraiment très peur de me mettre avec 2 frères parce qu'on ne sait pas et puis on ne le connaissait pas non plus au départ. Mais ce qu'on a fait avant d'officialiser la relation, d'écrire le nombre de parts dans les statuts et de faire un pacte d'associés, on a commencé par travailler ensemble. Et on a travaillé ensemble pendant 2 mois et on a regardé. On a dit à l'issue de ça, on décide. Et en fait, en travaillant ensemble au jour le jour, à développer un produit, à aller voir des clients, etc., à se mettre dans des situations de stress, ça j'insiste là-dessus parce que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment la personnalité des gens. On s'est rendu compte que il y avait un vrai match et on a pu aller plus loin. Et même dans cette période de doute un petit peu où on a pivoté entre le premier projet Captain Contrat, Pierre est resté avec nous et il nous a encouragés justement à trouver ce nouveau business. Et derrière, on a pu aller de l'avant et on a pu développer Captain Contrat. Alors, on va faire juste une petite pause pour parler d'occurrence avec Benoît Volatier. Donc, Benoît démarre là, en ce mois de juillet 2014 son 20e exercice. Il a commencé à goûter cette année, au début de l'année, à la croissance externe. Occurrence est devenu un groupe, si j'ai bien compris. Oui, on a du mal à se le dire, mais c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ces étapes-là, Benoît, et sur le futur? Comment tu vois le développement de ta société avant qu'on voit si ça peut inspirer Captain Contrat? Oui, je crois que ça... Alors, les racines en fait, de ce moment-là de redémarrage d'une forme de croissance, qui est de la croissance externe, elles sont assez profondes et je les situe dans le moment où on a réalisé que Occurrence en fait, avait fini un premier cycle de développement. Ce premier cycle de développement, il a duré au moins 10 ans, mais ça nous a pris déjà quelques années pour réaliser que, tiens, le cycle est terminé. Les 35% de croissance par an qu'on a fait pendant 10 ans, ils ne sont plus là. Il faut au moins 24 mois pour réaliser, parce qu'on fait une première année à 10%, c'est bon, non, c'est rien, c'est un trou d'air, et puis on fait une deuxième année à 2%. On se dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette boîte? Et en fait, du coup, on atteint quelque chose qui est une sorte de plafond de verre. En tout cas, on stagne. Un palier au moins. Voilà, un palier. Le stagner, c'est le mot un peu sévère pour dire ça. On reprend son souffle et on repart. Et à un moment donné, on se dit, mais au fait, est-ce que nos envies d'expansion, d'abondance, de croissance, et c'est pas forcément la même croissance au sens encore plus de chiffre d'affaires, encore une équipe encore plus importante ou encore plus de profit, mais c'est une envie de continuer à progresser finalement. Et cette envie-là, elle commence à réémerger. Et on constate que avec son positionnement, avec sa marque, avec son équipe, avec tout son passé aussi, l'entreprise, en fait, elle est un peu collée à son plafond de verre et que pour enclencher un deuxième cycle d'évolution, de croissance, ou le mot croissance est un peu connoté, je dirais, de progrès, il faut faire évoluer un petit peu le territoire, il faut être prêt à reprendre des risques
Et donc retenter des aventures du type, tiens, il y a une boîte qui a un métier qui est proche d'une autre, mais c'est pas tout à fait le même que le nôtre. Elle est située à La Rochelle, c'est pas tout à fait Paris. Elle a un mix de clients un peu différent des nôtres. Elle travaille plus avec des directions marketing, alors que nous, on travaille avec des directions de communication. Et puis elle a son histoire aussi. C'est une boîte qui est en fait plus vieille qu'occurrence. Et puis il y a Guy et Brigitte qui prennent leur retraite et qui se disent qu'est-ce qu'ils font de leur boîte. Et puis de fil en aiguille, on se dit il y a quelque chose à faire avec cette entité qui du coup nous excentre et nous fait rentrer dans ce nouveau monde là, qui s'appelle groupe entre guillemets. Je suis toujours pas familiarisé avec ce terme-là parce que pour moi un groupe c'est je pense à Total ou Carrefour, des grands groupes français, mais c'est plusieurs personnes morales. Et donc ça c'est quelque chose de spécial. Et ça y est, on n'est plus on n'est plus seul au monde. D'un seul coup, on se dit on est plusieurs, peut-être comme dans une famille justement. Et ce que j'entends, c'est que qui dit progrès dit sortir de sa zone de confort. Ah oui, et donc ça c'est clair. Enfin, je ne sais plus qui a dit que la vraie vie commence juste après la sortie de la zone de confort. Clairement, c'est ça. Et ce qui est peut-être difficile justement dans un parcours entrepreneurial quand on a atteint une forme de confort et que ça fonctionne bien, on est sur un joli plateau où tout va bien, c'est d'accepter de remettre en cause ce confort, de prendre le risque de perdre quelque chose. Quand on est très confortable, il n'y a rien de tel pour tuer l'énergie entrepreneuriale. C'est dur de se remettre à prendre des risques. Donc redémarrer parce qu'un palier, ça ne dure qu'un temps. Ben oui, voilà, le palier, au bout d'un certain nombre d'années, il commence à fléchir. Et donc là, au fond, ça c'est le bon moment où on se dit, si on ne change rien, on commence à avoir plus à perdre à ne rien changer. Et donc là, c'est qu'on est mûr pour reprendre des risques. Et c'est ce qui s'est produit il y a peut-être 2 ans à peu près. Merci Benoît. Alors toi, du coup, Maxime, ton premier palier à horizon 5 ans, tu le verrais comment ? Nous, on a déjà... J'avais déjà une question à vous poser parce que on a un cas un peu similaire, même si c'est vraiment microscopique. On adresse la cible des startups et derrière, on veut cibler les PME, les TPE-PME. Sauf qu'on se pose la question, à partir de quand ce marché-là, on l'aura complètement exploité et on l'aura saturé, avant de passer à la suite. Parce qu'il y a le risque de passer trop tôt à agrandir le marché quand on n'a pas assez adressé finalement son marché actuel. Et comment vous vous êtes rendu compte qu'il était temps d'aller chercher la croissance ailleurs et que vous aviez saturé votre marché ? Alors, l'indicateur principal, et donc c'est peut-être très misérable, mais néanmoins c'est celui-là, c'est le chiffre d'affaires de la boîte. À un moment donné, on a fait, en fait, ça ne pousse plus. Donc, on prend acte. Au passage, on s'est dit c'est scandaleux parce qu'on estimait que notre marché, l'évaluation de la communication, on imaginait que le marché pouvait être aux alentours de 1 ou 2 milliards d'euros en France. Partant du principe qu'il y a 30 milliards d'euros qui sont investis en communication, on s'est dit s'il y a 3 à 5% de ce marché qui est mis sur l'évaluation, ça fait un très gros marché. Et en fait, on se retrouve à plafonner à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on hurle en disant mais qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Mais une fois qu'on a fini de hurler, on fait néanmoins c'est pas un scandale, c'est la réalité, c'est que ça y est, on a fait le plein de ce qu'on était capable de faire. Donc il est temps d'ouvrir une nouvelle porte ou de construire une nouvelle maison à côté. Donc pour nous ça a été vraiment le chiffre d'affaires qui est à la fois un reflet du marché et qui est aussi un reflet de notre capacité à servir le marché. C'est-à-dire qu'il y a aussi des très bonnes raisons intrinsèques. On n'a pas été capable de mieux déléguer ou de mieux s'entourer et puis donc on se retrouve à plafonner. Eh bien, nous allons arrêter sur cette belle question. À quel moment il est temps d'ouvrir une nouvelle porte ? Merci beaucoup, Maxime Wagner, cofondateur de Captain Contrat. Merci beaucoup, Benoît Volatier, donc fondateur également de Occurrence. Et je vous souhaite un très, très, très bel été. Et je vous dis à la rentrée. À très bientôt dans We Move J sur We Do Biz, la radio des TPE-PME.